Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons sur Opinion le président Pape Diop, président du parti Convergence démocratique Bokk Gis Gis. Bonjour et bienvenue, président. Bonjour, Ndeye Fatou. Alors, pour briefer un peu nos auditeurs et téléspectateurs, Pape Diop, vous êtes opérateur économique sur le plan politique dans votre formation d'origine, le Parti démocratique sénégalais, où vous avez milité depuis sa création. Vous avez gravi tous les échelons. Trésorier national du parti en 1992, vous êtes élu député en 1993, puis en 1998 et élu deuxième questeur de l'Assemblée nationale, une première dans l'histoire politique du Sénégal parce que vous étiez opposant à l'époque. Et puis en 2001, après l'alternance, vous êtes élu premier questeur à l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Vous étiez le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et de 2007 à 2012, président du Sénat. Également, vous étiez maire de Dakar de 2002 à 2009. Depuis octobre 2012, Pape Diop est le président de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis après votre départ du PDS. A-t-on dit l'essentiel? Oui, l'essentiel a été dit. D'accord. Et nous passons au questionnaire. Ces derniers jours, l'Assemblée nationale attire les attentions au vu des cas Ousmane Ngom, démissionnaire, et Modou Diagne Fada, qui prend acte de son exclusion du Parti démocratique sénégalais en tant qu'expérimenté en la matière. Qu'est-ce qui devrait être fait? Oui, je vous remercie. Je crois que les choses sont en train de bouger à l'Assemblée nationale. Il y a premièrement la démission de Maître Ousmane Ngom de son poste de député, ce qui est tout à fait normal, je crois. Parce qu'il avait gelé à peu près ses activités au niveau du Parti démocratique sénégalais qu'il avait porté au niveau de cette Assemblée nationale. Et donc, je trouve que sa décision a été une bonne décision parce que, ayant constaté sa démission, c'était une démission de fait du PDS, il a par conséquent démissionné de son poste de député. Oui. C'était tout à fait normal. Je crois que nous apprécions aussi la position de Mamour Cissé, qui a estimé également qu'il n'est plus de la mouvance du Parti démocratique sénégalais et qui a tiré les conséquences de sa position de député et a préféré laisser le poste à quelqu'un d'autre. C'est tout à fait normal. Maintenant, il s'agit de voir qui, de Aliou Sow ou de Mamadou Lamine Keïta doit être convoqué par l'Assemblée nationale. Je crois que si on applique les textes, Aliou Sow, qui est un jeune frère, qui est un ami, je crois devrait être considéré comme quelqu'un qui a démissionné de fait. Parce que si mes informations sont exactes, oui, il aurait déjà créé un parti, oui, et cela pourrait constituer une démission de fait du PDS, ce qui veut dire que le poste va revenir à quelqu'un d'autre. Oui, lui, il justifie qu'au moment des faits, c'est-à-dire lors de la confection des listes électorales, il était militant du Parti démocratique sénégalais. C'est après l'élection législative qu'il est sorti du PDS. Oui, mais... Ce qui est un cas d'école. Non, ce n'est pas un cas d'école si on comprend bien le texte, parce que le député qui est élu, il est élu au moment où il appartient à un parti. Si après, il démissionne de ce parti-là, parce qu'il y a une démission écrite, il y a une démission de fait. Son cas peut être considéré comme une démission de fait. Donc, dans tous les cas, oui, moi, si j'étais à la place du président de l'Assemblée nationale, j'aurais convoqué le suivant à Aliou Sow parce que le poste lui revient de droit aujourd'hui. Et il fait partie des réformateurs. Oui, mais bien sûr, mais les réformateurs ne veulent pas dire démission. Okay. C'est-à-dire que c'est une bataille interne qu'ils ont menée au niveau du Parti démocratique pour réformer les textes du parti et organiser peut-être des élections et définir la nouvelle ligne de conduite de ce parti-là. Je crois que donc il est tout à fait normal que Mamadou Lamine Keïta soit le détenteur de ce poste-là. Oui, et pour le cas de Maître Ousmane Ngom,
Oui, lui, il doit être remplacé par Mamadou Lamine Keïta, comme vous venez de le dire, et Modou Diagne Fada, puisqu'il prend acte de son exclusion du Parti démocratique sénégalais. Vous savez, le texte est bien clair. Quand quelqu'un est exclu, il ne perd pas son poste de député. C'est quand il démissionne qu'il doit perdre son poste de député. Pour ce cas précis, je crois qu'aujourd'hui, le poste de président de groupe peut lui échapper. Mais le poste de député doit lui rester. Parce que, si on comprend bien, Mamadou Diagne Fada n'a pas démissionné, mais il aurait été exclu avant, parce qu'il a donné même les dates d'exclusion. Oui. Donc, si c'est le cas, le poste doit lui rester. Maintenant, l'affaire est assez confuse, parce que certains parlent d'exclusion, certains parlent de démission. On ne sait pas maintenant quelle est la position exacte que le parti va adopter par rapport à cette question-là. Mais moi, d'après l'analyse que j'en ai fait de cette situation, Mamadou Diagne Fada ne devrait pas perdre son poste de député. Il devra rester à l'Assemblée nationale. S'il le souhaite. Ok. Faites-vous partie de ceux qui pensent que cette 12e législature est la plus nulle de l'histoire du Sénégal? Ben, c'est le constat qui a été presque fait par la plupart des Sénégalais. Oui. Nous avons vu des scènes de pugilat qu'on n'a jamais connues à l'Assemblée nationale. Je crois que ces situations sont regrettables parce que quand même l'Assemblée nationale est la deuxième institution de notre pays. Elle doit être respectée par le peuple, mais elle doit surtout être respectée par les députés du peuple. Le comportement du député est très important parce que c'est le représentant du peuple. Également, les dirigeants de l'Assemblée doivent avoir une conduite qui leur permet d'être traités oui. Comme il le faut, mais c'est parce que le député aussi doit être les députés du peuple, oui. Tous les députés confondus, oui. Doivent être traités sur le même pied d'égalité pour que respect soit accordé au président. Vous avez des reproches à faire nationale. Par rapport au bureau de l'Assemblée nationale? Je n'ai pas principalement de reproches, mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai été président de l'Assemblée pendant 5 ans. Jamais je n'ai usé du marteau, jamais aussi je n'ai procédé à une suspension de séance pour régler des situations que nous connaissons aujourd'hui, pendant 5 ans. Et pourtant, nous avions peut-être l'Assemblée la plus relevée, parce que tous les grands leaders politiques du Sénégal étaient députés pendant cette période-là. Et donc, nous avons également examiné des lois qui auraient pu nous conduire à des situations très difficiles. Comme la loi Ezzan. La loi Ezzan, oui. L'acte d'accusation à M. Idrissa Seck, oui. Qui a été une journée jusqu'à 2 heures du matin. Et pourtant, la maîtrise était là. On a maîtrisé la situation jusqu'à la fin des débats. Jamais il y a eu des débordements. Est-ce à dire que le président Moustapha Niasse manque de poigne? Non, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on est président de l'Assemblée nationale, on enlève sa casquette de partisan, de parti, et se mettre au service exclusif de l'institution. C'est-à-dire avoir le même traitement pour tous les députés, avoir la même considération également pour tous les députés. De ce fait, la conduite des débats est facile. Mais si le député sent une certaine position par rapport à lui-même ou par rapport à son groupe, déjà, les problèmes commencent. C'est ce qu'on a constaté depuis le début de la législature. Tous les débats sont émaillés de situations difficiles. Et donc, je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour notre Assemblée. Oui. Dans en cette tout cas, lancée, le président Moustapha Niasse gagnerait à adopter une autre position que celle qu'elle a eue depuis le début de la législature. Il est plutôt partisan. Je le pense. Dans sa gestion. Je le pense. Oui. La prochaine mise sur pied du Haut Conseil des collectivités territoriales ne présage-t-elle pas une
un retour même du Sénat par voie dérobée. Oui, vous savez, rappelons-nous les propos du président Macky Sall pour justifier la dissolution du Sénat de l'époque. Revenant d'un voyage, il avait profité de son adresse pour dire la situation à laquelle les populations de la banlieue étaient confrontées par rapport aux inondations. Oui. Et également la situation de l'emploi des jeunes au Sénégal. Et pour cela, il avait justifié la dissolution du Sénat, disant même que les fonds qui étaient alloués au Sénat pouvaient régler la plupart de ces problèmes. Aujourd'hui, nous constatons que cela n'était pas vrai. Il voulait dissoudre tout simplement le Sénat et il voulait également, dans cette dissolution du Sénat, nous mettre en mal avec les populations de la banlieue parce que tout ce qui était contre la dissolution était ciblé par ces mêmes populations-là. Aujourd'hui, l'avenir nous a donné raison. Il tente de faire renaître le Sénat par dérobée en créant le Haut Conseil des collectivités locales. Alors que le Sénat était la chambre des collectivités locales. Oui. N'oublions pas que les 45 départements étaient représentés au Sénat. Parce qu'il y avait un vote au plan départemental pour désigner le sénateur du département. Oui. Donc, aujourd'hui, il a, comme je viens de le dire, fait renaître le Sénat par au Conseil des collectivités locales, qui est une chambre consultative et non une chambre délibérative. Cela a une nuance importante. Je crois qu'il aurait fallu donner les missions qui vont être dévoluées au Conseil, tout simplement au Conseil économique et social et environnemental. Oui. Donc, les mêmes raisons qui avaient guidé à la dissolution du Sénat sont toujours là. Donc, les jeunes n'arrivent pas à trouver du travail, le pays est bloqué à ce niveau et les problèmes sont multiples. Donc, je ne vois pas eu de solution. Pourquoi il a pensé recréer donc cette institution, peut-être pour donner quelques sucettes à des partisans. Et là, je voudrais rappeler à nos compatriotes un peu l'histoire. En 1998, M. Abdou Diouf a créé un Sénat pour donner des positions à des responsables de son parti pour essayer d'engranger plus de voix en 2000. Cela ne lui a pas permis de gagner. Je peux dire également, mais là même, ce n'est pas comparable parce que le Sénat que le président Abdoulaye Wade avait créé a été créé 5 ans ou 6 ans avant l'élection présidentielle de 2012. Oui. Mais quand même, nous devons dire que la même chose a été constatée et n'a pas empêché à la défaite donc, du président Abdoulaye Wade. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, l'histoire se répète. L'histoire se répète et Macky Sall est en train de faire les mêmes erreurs que ses précédents. Oui. Donc, je lui demande de regarder l'histoire au moins avant de s'engager dans des situations qui n'arrangent pas la situation, qui n'arrangent pas notre pays. Oui, avez-vous le sentiment d'avoir été berné par le président Macky Sall quand il vous recevait en tant que président du Sénat afin de dissoudre cette institution? Vous savez, certains pensaient comme vous, oui. Mais à l'époque, moi aussi, étant un homme politique, ayant perçu l'argumentaire, en quelque sorte, du président, oui. Sur la banlieue et sur les jeunes, j'ai joué le jeu comme lui, pour ne pas être en porte-à-faux avec ces populations-là. Parce que les dés étaient pipés. Que je sois pour ou non, le Sénat allait être dissous. Donc, j'ai joué le jeu comme lui. Et donc, j'ai gardé la position de dissolution du Sénat, ce qui
m'a donné. Oui. D'ailleurs, à l'époque, je peux rappeler que nous avons eu quelques cas de sénateurs habitant la banlieue qui ont eu d'énormes problèmes avec ces mêmes populations. Parce que ces gens-là étaient contre la dissolution du Sénat. Oui. Et donc, quand j'ai pris la décision, parce que je lui ai dit que je ne m'y opposais pas. Parce que quand même, il faut analyser les situations. Premièrement, oui, son argumentaire. Deuxièmement, moi, mon mandat était arrivé à terme. Que je sois d'accord ou ne pas d'accord, lui était décidé et avait les moyens de faire dissoudre le Sénat. Donc, voilà la situation à laquelle moi j'étais confronté à l'époque. Donc, vous étiez devant le mur? Oui, j'étais devant le mur. Et là, j'ai réfléchi en homme politique et donc j'ai accompagné le processus. Oui. Voilà. Président Pape Diop, Karim Wade, depuis le 17 avril, boucle 3 années passées derrière les barreaux au nom de la traque des biens supposés mal acquis. Pour cela, êtes-vous en mesure de dire que cette demande sociale que constituait cette traque a été satisfaite? Mais ça, vous demandez ça au peuple sénégalais. Je pense que ceux qui ont initié cette traque-là devraient être en mesure de savoir si la demande est satisfaite ou pas. Parce qu'ils avaient annoncé à tout le monde que c'était une demande du peuple sénégalais. Et c'est aujourd'hui, ils doivent employer les mêmes éléments qui leur avaient conduit à prendre cette décision, à savoir si aujourd'hui cette demande est satisfaite ou pas. En tout cas, je vois plus de politique que de demande sociale. C'était quand même une décision qui avait été annoncée même avant leur arrivée au pouvoir. Parce que dans les rencontres de l'opposition de l'époque, presque des menaces étaient envoyées en direction des dignitaires de notre régime. Aujourd'hui, je crois que l'affaire étant là, chacun peut savoir si effectivement cette demande a été satisfaite ou pas. L'affaire donc porte des relats de justice des vainqueurs. Oui, oui, c'est ce qu'on a constaté. Oui, ne pensez-vous pas que le fils du président Abdoulaye Wade est en quelque sorte l'agneau du sacrifice puisqu'il paye les erreurs commises, on peut dire, par tout un régime durant 12 ans? Mais je me demande, qu'est-ce que vous appelez erreur? L'erreur est humaine. Oui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le régime de Macky Sall, qui a fait 4 ans, a accumulé beaucoup plus d'erreurs que notre régime en 12 ans. Et l'avenir nous le prouvera. Oui. Nous avons vu tout ce que le président Macky Sall a promis sur la transparence, sur l'éthique, sur la bonne gouvernance, n'ont pas été constatés par les Sénégalais, malheureusement. Oui. On a vu toutes sortes de gaspillage, et pendant même ces élections, l'élection le référendum, oui. Nous avons vu dans notre pays ce que nous n'avons jamais constaté. Moi, j'ai été trésorier d'un grand parti, le PDS, pendant l'opposition et presque pendant 12 ans. Oui. Je sais les sommes que nous avons dépensées même pendant une élection présidentielle. Mais jamais élection n'a connu aussi que pendant ce référendum-là. Oui. Et c'est partout au Sénégal. Je ne sais pas où est-ce que l'argent a été trouvé. Mais en tout cas, ce que nous avons pu constater sur le terrain était une aberrance. Parce que oui. Ces gens-là ont dépensé sans compter. Et c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous partez du ministre, du responsable politique local, c'est à tous les échelons. Mais le président Sall avait donné le ton. Les gens ont dépensé de l'argent. Il avait intimé à tous ses responsables d'aller rejoindre la base avant le 20 mars. Oui, mais cela ne m'étonne pas de demander aux responsables de descendre à la base pour faire campagne. Oui. Mais c'est l'argent dépensé par ces mêmes personnes qui sont retournées à la base. Et même les gens qui sont restés à la base ont pu dépenser beaucoup d'argent. Je ne sais pas où cet argent a été trouvé.
En parlant d'argent, au courant de la semaine, on a vu le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro, être convoqué à l'OFNAC et à sa grande surprise, il a été questionné sur les dépenses qu'ils ont fait au cours du référendum. Et si le même cas se produit pour les leaders de l'opposition dont vous faites partie, qu'est-ce que vous allez faire? Non, nous allons déférer à ces convocations, si convocation il y aura. Mais je crois que s'il devrait y avoir de convocation, c'est surtout vers le camp présidentiel, parce que ce que ces gens-là ont dépensé, ce que je viens de dire, tout le monde l'a constaté. Donc, l'opposition pendant ces élections-là n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Nous avions des problèmes, parce que nous avons été surpris. Le président Macky Sall a préparé son coup et donc il a annoncé sa décision de faire 7 ans et en même temps la date du référendum. Donc, nous n'avions même pas le temps de pouvoir nous organiser pour aller dans de bonnes conditions à ce référendum-là. Oui. Donc, ça, tout le monde l'a constaté. D'ailleurs, sur le terrain, tout le monde l'a constaté. Nous n'avons presque pas fait de campagne. Et même nos représentants, les comités électoraux à l'intérieur du pays, n'ont pas fait de campagne faute de moyens. Même le jour de l'élection, nos représentants dans les bureaux de vote n'ont pas tous reçu et chacun devrait recevoir uniquement 2000 francs et n'ont pas pu les recevoir correctement. Oui. Donc ça veut dire que nous n'avons pas dépensé de l'argent pendant ce référendum-là, alors qu'eux, ils ont dépensé des, je ne sais pas combien, ils ne peuvent pas le quantifier, mais en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Oui. C'est beaucoup d'argent qui aurait pu régler pas mal de questions. Oui. Concernant le référendum, on a vu que depuis le 20 mars, un mois passé, il n'y a pas de loi organique pour mettre en application ce texte. Est-ce à dire tout ça pour ça? Et puis, pourquoi cette précipitation dans l'organisation de cette consultation citoyenne? Vous savez, moi je pense qu'on est en face d'un régime qui est coutumier des faits. Nous l'avons constaté également à la veille des élections locales de 2012 pour ce qui concerne l'acte 3. Et cette loi est toujours en perpétuelle révision. Ce qui veut dire qu'il y avait une précipitation également en mettant en place cette loi-là. C'est le même cas. Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de précipitation à faire, mais je pense que j'ai l'impression que ces gens avaient une patate chaude entre leurs mains qu'ils voulaient. Laquelle? Peut-être c'était l'affaire de l'engagement du président, oui. L'engagement de faire 5 ans. Et là, ils voulaient clore tout de suite le débat en faisant le référendum et passer à autre chose. C'est pourquoi ils se sont précipités aujourd'hui. Oui. Vous avez raison. Jusqu'à présent, la loi organique n'est pas encore sortie, mais nous pensons que très bientôt, elle va sortir et nous allons, le moment venu également, nous prononcer par rapport au contenu de cette loi-là. Et cette histoire d'homosexualité, maintenant, elle ne tient plus debout, parce que l'opposition a battu campagne pour dire qu'on va inclure l'autorisation des pratiques homosexuelles dans notre société. Vous savez, nous avons constaté dans les 15 points qui avaient été soumis au peuple, oui. Le point qui était relatif aux droits nouveaux. Nous avons constaté l'apparition de cette notion de droit nouveau il y a quelques années en Europe. Et c'était par rapport à ces catégories de personnes-là, oui. qui n'étaient pas prises en compte dans les lois fondamentales. Et c'est pourquoi, donc, notre peur était justifiée. Subitement, cette même notion apparaît ici chez nous, au Sénégal, alors que cette question est tout le temps agitée dans notre pays. Oui. Nous avions largement le droit de nous offusquer de ça et de nous y opposer. Et nous continuerons à le faire. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous devons garder notre vigilance par rapport au contenu de la loi organique. Oui. Nous attendons toujours de voir, donc, si il y a des prémices à ces catégories de personnes-là, alors nous allons réagir parce que je ne pense pas qu'au Sénégal, qu'on puisse autoriser à ces homosexuels de se marier entre eux, ou en tout cas d'être autorisés dans notre pays. Cela est inacceptable
et le peuple sénégalais ne l'acceptera jamais. Oui. Moi, en tout cas, en tant qu'homme public, je peux me prononcer très clairement par rapport à cette question. Je ne serai jamais d'accord sur des droits qui seraient accordés à ces catégories de personnes. Oui, sous ce registre, comment évaluez-vous votre compagnonnage avec les autres leaders de l'opposition, comme cela a été fait durant le référendum? Oui, je crois que ça a été une belle expérience. Nous sommes partis ensemble à ce référendum-là. Et je crois que c'est comme ça, nous avons été ensemble du début à la fin. Et nous nous sommes battus par principe. Et donc, les résultats ne sont pas si mauvais que ça. Parce que si on tient compte de tout ce que le régime, de tout cet arsenal, l'argent, les bureaux fictifs, les achats de conscience sur le terrain, je pense que nous avons fait un score plus qu'honorable. Plus qu'honorable. Je pense que ce sont les tenants du pouvoir aujourd'hui qui doivent être déçus. Parce que le temps qui nous était imparti était tellement court, les moyens n'étant pas là, mais nous avons vu un peuple debout qui a accompagné ce camp du non. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons être fiers du résultat que nous avons obtenu. Regardez le cas de Touba. La plupart des gens n'ont pas voté. Les bureaux, beaucoup de bureaux ont été supprimés. Ailleurs, c'est des bureaux fictifs qui ont été bourrés pour le oui. C'est ce qui a donné ce résultat-là. Mais sinon, le oui, le non devrait l'emporter largement. Oui. Mais sur l'ensemble du territoire ou bien sur l'ensemble du territoire, le non devrait l'emporter s'il n'y avait pas ces manquements-là. Et où en êtes-vous avec votre plainte au niveau du FMI ou de la Banque mondiale? Les leaders de l'opposition avaient annoncé une plainte. Oui, mais nous attendons. Nous avons déposé donc une requête. Nous attendons qu'on nous réponde. Cela n'a pas encore été fait. Nous attendons de savoir la position de ces institutions-là par rapport donc à nos récriminations. Oui, aux prochaines législatives, quelle sera l'option de votre formation politique Bokk Gis Gis, une coalition ou bien? Oui, je pense que nous tous dans l'opposition, tous les partis de l'opposition travaillent pour une large coalition de l'opposition pour les législatives de 2017. Oui. Maintenant, il faut nous laisser le temps. Je crois que ce n'est pas une chose facile parce que réunir plusieurs partis politiques de l'opposition, essayer de mettre en place des listes consensuelles au plan départemental comme au plan national, ce n'est pas une chose facile. Oui. Donc nous entamons les discussions et nous verrons dans quelle situation nous pouvons aller ensemble à ces élections. Mais en tout cas, la volonté de tous est d'aller ensemble aux législatives de 2012. C'est ce que je peux dire pour l'instant. En tout cas, Benno l'a réussi. Benno Bokk Yakaar. Maintenant, le temps nous édifiera. Oui. Est-ce que vous allez faire produire le même cas que Benno Bokk Yakaar en 2012? Mais vous savez, ce que Benno avait fait était possible. Parce que Macky Sall, le président Macky Sall venait d'être élu président de la République. Les autres partis qui l'avaient accompagné pour cette victoire sont allés ensemble aux législatives. Vous avez vu, quelques mois après cette élection-là, il y a déjà le Rewmi qui a quitté. Et aujourd'hui, vous avez vu, beaucoup d'autres partis ont quitté. Ce n'est pas dans le même cas que nous. Nous sommes aujourd'hui dans l'opposition et donc aucun des partis n'a des pouvoirs étatiques. Nous discutons entre partis souverains et donc nous allons analyser la situation au plan national de représentativité de chaque parti pour essayer d'établir des listes avec des chances de gagner dans les départements. Donc, il faut que nous soyons réalistes, parce que ça intègre plusieurs paramètres pour établir des listes départementales. Ce n'est pas facile. Donc, nous allons y travailler méthodiquement
pour que demain, toutes les chances soient de notre côté. Allez-vous accueillir un leader comme Khalifa Sall dans l'opposition, qu'il a des bisbilles avec sa formation politique, le PS? Oui, mais Khalifa Sall est déjà presque... Parce que nous avons battu campagne ensemble pour le référendum. Oui. Et nous avons travaillé avec ces éléments et avec lui-même pendant le référendum. Je pense que rien ne s'y oppose. Rien ne s'y oppose. Nous lui tendons la main parce que c'est un compatriote, un homme du terrain également, qui peut beaucoup apporter à l'opposition. Oui. Donc nous sommes ouverts à ce niveau-là et nous souhaitons d'ailleurs qu'il soit des nôtres. Hein? Nous le souhaitons très vivement. Oui, même si sa base c'est un peu effrité, parce que lors du référendum, il n'a pas gagné, même à Grand-Yoff. Vous savez, moi je ne pense pas que ça soit une référence pour dire qu'il n'a pas perdu sa base. Le référendum était une autre sorte d'élection, une élection citoyenne, ce qui fait que même quelqu'un, un militant de Khalifa Sall, pourrait être tenté à voter oui à ce référendum-là, mais cela ne veut pas dire qu'il ait perdu sa base au niveau de Grand-Yoff. Ça ne peut pas constituer une référence ou en tout cas une baisse d'électorat au niveau de Grand-Yoff. Oui. Parce que le référendum était un cas particulier, hein, un cas particulier. Parce que nous, dans l'opposition, nous avons vu dans certains cas des militants de l'opposition voter oui, et alors qu'ils sont dans des partis de l'opposition. Et aujourd'hui, ils continuent à travailler avec nous dans l'opposition. Oui. Donc, ça, ce n'est pas une référence. Je crois que Khalifa Sall garde intacte sa base de Grand-Yoff, comme tous les autres leaders d'ailleurs, à qui on prête une tendance baissière au niveau de leur localité. Donc, je ne crois pas que ça soit le cas. Oui. Attendons, avec les élections législatives à venir, de pouvoir définir si quelqu'un a perdu sa base ou s'il la garde intacte. Oui, dans cette lignée, quel regard portez-vous sur la situation du Parti socialiste? Une situation difficile, une situation parce que j'ai l'impression que c'est un parti où les gens ne discutent pas pour arrêter des positions consensuelles. Parce que dans beaucoup de cas, on ne voit que la direction du parti qui décide au détriment de la discussion qui devrait être de mise dans les partis comme un parti comme le Parti socialiste. Je pense que le Parti socialiste est un parti qui devrait avoir une autre posture, parce que c'est ce parti-là que le Sénégal a connu l'indépendance, c'est ce parti qui a gouverné notre pays pendant 40 ans. Donc aujourd'hui, ce parti devrait se moderniser pour aller de l'avant. Se moderniser, ça veut dire que donner une place aux jeunes et donner surtout une place à la démocratie et à la discussion. C'est la discussion d'ailleurs qui conduit à la démocratie. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est un parti où ne règne pas la démocratie, où les décisions sont prises par un groupe ou une personne, et ça, ce n'est plus possible au Sénégal. Il y a une gestion solitaire du parti. Bon, si on peut dire ainsi. Oui. Oui. Et cette affiche qui barre la une de quelques journaux, c'est-à-dire les images, les effigies de Ousmane Tanor Dieng, Djibo Leyti Ka et Moustapha Niasse derrière le président Macky Sall. Comment vous voyez cette affiche? Vraiment. Pitoyable je ne voudrais pas faire de commentaires par rapport à ça. Oui. En tout cas, moi, je pense que les anciens militants du Parti socialiste, comme les Djibo Leyti Ka, les Moustapha Niasse même, on peut dire que cela avait quitté le parti même bien avant sa perte du pouvoir. Hein. Moustapha Niasse, franchement, il faut le dire, a quitté le parti avant, et Djibo Ka également. Maintenant, c'est l'héritage de Senghor. Oui. Qui est en train d'éclater, de voler en éclats. Oui. On n'aurait pas souhaité cela. Parce que c'est un parti pour lequel moi j'ai beaucoup de considération pour le rôle qu'il a joué pour notre pays, hein, bien avant l'indépendance, pendant l'indépendance et même après. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier
que c'est le président Léopold Senghor qui était le premier président qui nous a permis quand même d'avoir un État et organiser l'administration du Sénégal pour que l'héritage soit ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Donc, nous avons beaucoup de considération pour lui et pour son parti. Oui. Et son parti devrait exister au Sénégal pendant encore longtemps. Parce que peut-être que beaucoup de jeunes auraient souhaité aujourd'hui adhérer dans ce parti, compte tenu du rôle qu'il a joué, mais compte tenu également des idéaux qu'il défend. Mais aujourd'hui, on dirait que ce parti-là n'est qu'un regroupement de personnes qui ne fonctionnent plus sur la base de partis politiques. Parce que nous avons vu le cas de Khalifa Sall, nous avons vu le cas de Aïssata Tall Sall, mais également peut-être à l'avenir, si par extraordinaire, ce qui en reste aujourd'hui du côté de Tanor, le président Macky Sall arrivé à perdre le pouvoir, ce reste-là aussi va voler en éclats. Oui. Donc, le parti n'est pas assis aujourd'hui sur un socle solide. Et un parti a besoin d'un socle. Oui. Hein, qui le pérennise. Oui. Qui le pérennise. Concernant l'administration, quelle est votre réaction après le fiasco essuyé à Diamniadio lors du forum sur l'administration? Bon, parce que... Est-ce qu'on peut parler de modernisation et de restructuration de cette administration qui a du mal à organiser un forum? Ah oui, aujourd'hui, on peut le penser, comme vous dites, mais c'est parce que je pense qu'il y a eu une impréparation de ce forum-là. Ces gens-là ont l'habitude de se précipiter pour faire les choses. Donc, on est en face de personnes qui ne prennent pas tout le temps qui improvisent. Qui improvisent tout le temps et qui par rapport à ce qu'ils font. Oui. Donc, je crois que c'est la même chose, mais nous devons savoir que nous avons une bonne administration. Peut-être que maintenant, compte tenu de la modernité, nous devons essayer d'adapter cette administration aux nouvelles technologies. Oui. Je crois que cette administration même est adaptée aux nouvelles technologies. Il y a peut-être quelques réglages à faire, mais moi je pense que nous avons une très bonne administration au Sénégal. Oui. Maintenant, c'est les régimes qui doivent tout faire pour garder ces administrations-là comme administration. Parce que je ne peux pas comprendre que chaque président qui vient bouleverse le fonctionnement de l'administration. Une administration est là pour tous les régimes qui passent. Les régimes passent, l'administration demeure. Donc, il faut considérer ça comme ça. Et donner également les moyens matériels, humains à cette administration pour continuer à faire le bon travail qu'elle est en train de faire pour notre pays. Oui, Président Pape Diop, récemment, on vous a vu faire des tournées nationales et internationales. Que retenez-vous de ces rendez-vous d'échange avec les populations ou militants à la base? Nous avons eu beaucoup d'expérience avec ces rencontres parce que nous connaissons de plus en plus la situation de notre pays et les situations même vécues par les populations au niveau de l'intérieur du Sénégal. Nous avons surtout constaté l'absence de voies de communication, l'absence d'infrastructures également dans beaucoup de zones du Sénégal. Vous avez dans des zones où il n'y a pas d'eau du tout, où les populations font des kilomètres pour avoir de l'eau. Les voies de communication inexistantes. À part la voie nationale qui passe, rien en termes de voies de communication. Sinon, quelquefois, des routes latéritiques très chaotiques ou des routes sablonneuses. Les écoles, c'est des abris provisoires. Point de cases de santé ou de dispensaires. L'électricité, n'en parlons pas. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Au moment où l'on parle d'un Sénégal émergent, horizon 2035. C'est un slogan, mais on n'est pas encore arrivé là. Même en ce qui concerne la couverture maladie universelle, on en parle, mais sortez d'ici. Mais
Mais les gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y a pas d'infrastructure pour la santé. Il n'y a rien du tout. Comment voulez-vous que ces populations-là soient en mesure d'être dans un système de couverture maladie universelle? Ce n'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Donc ça, c'est des slogans. On n'est pas encore arrivé à ça. Construisons ce qu'on doit construire pas après pas. Nous avons beaucoup à faire. Donnons aux populations de l'eau à boire. Donnons-leur tous les moyens de se faire soigner quand ils sont malades. Donnons-leur les voies de communication qu'il faut. Ce n'est pas la peine de mettre en place des slogans qui ne servent à rien du tout. Oui. Hein, nous avons l'habitude depuis 4 ans d'entendre toutes sortes de slogans. Couverture maladie universelle, Sénégal émergent. Mais tout le monde le dit en Afrique. Congo émergent, Gabon émergent, Cameroun émergent. Mais ce n'est pas la peine. Travaillons sur place pour que les populations sentent que derrière eux, il y a un gouvernement qui travaille. Oui. Voilà. On en vient à l'accueil des 2 ex-prisonniers de Guantanamo. Quelle est la position de votre parti dans cette affaire? Nous condamnons la position du gouvernement du Sénégal, principalement la position du président Macky Sall, qui a accepté d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, l'arrivée de ces 2 ex-terroristes, considérés comme terroristes, d'après les informations, qui sont spécialistes dans certains domaines. Oui. Donc, je ne vois pas comment on peut engager une telle lutte contre le terrorisme et accepter de recevoir des spécialistes de terrorisme. Je ne peux pas comprendre pourquoi le président Macky Sall a accepté cela. Et ce matin, j'ai entendu qu'il a été félicité par le président Barack Obama, mais c'est tout à fait normal. S'il accepte quelque chose qui était difficile pour lui, parce que le président Barack Obama cherche une sortie honorable, parce qu'il avait, dans sa campagne présidentielle, promis de fermer le camp de Guantanamo. Il a réussi aujourd'hui et il réussit également à placer ses ex-prisonniers dans des pays donnés. Donc, il est tout à fait satisfait et il doit remercier ceux qui l'ont aidé à placer ces ex-terroristes-là. Donc, rien d'étonnant dans ces félicitations. Oui. Au plan social, ça sent le roussi entre État et syndicats d'enseignants. À votre avis, c'est quoi la solution définitive, puisqu'il y a une marche même qui est annoncée à la date du 28 avril? Moi, je crois que globalement, la solution serait le respect des engagements pris. Parce qu'on me signale que récemment, le Premier ministre a reçu les enseignants et des engagements fermes, des promesses fermes avaient été prises lors de cette rencontre-là. Et par la suite, le président de la République, le président Macky Sall, a organisé un dîner autour duquel il a été question de discuter d'une sortie de crise pour le problème qui les oppose aux enseignants. Et là également, le président avait pris des engagements fermes. Aujourd'hui, tous ces engagements et promesses n'ont pas été vus par ces mêmes enseignants. Je crois que pour régler la question, il faut que ces engagements soient respectés. Si cela est fait, je crois que très bientôt, on ira vers une sortie de crise, ce qui est tout à fait souhaitable pour l'école sénégalaise. Mais en tout cas, nous devons constater que depuis 4 ans, la situation est très tendue entre le gouvernement et le secteur de l'éducation. La Gambie, on en parle depuis le 14 avril dernier. Ce pays traverse une crise politique. En est-on à une fin de règne pour le président Yaya Jammeh? Je ne saurais le dire, mais ce que je voudrais dire par rapport à cette question, c'est que la communauté internationale, principalement l'Union africaine et la CEDEAO, doivent exercer une pression sur le président Yaya Jammeh au respect scrupuleux des conventions signées concernant les droits de l'homme, concernant également la démocratie. Parce que Yaya Jammeh a souscrit presque à tous ces textes de l'Union africaine, de la CEDEAO, mais également des Nations Unies. Et dans le même temps, Yaya Jammeh est considéré comme un pays à part. Parce que tout le temps, il y a des exactions par rapport des exactions en direction des populations ou en direction des opposants, et souvent, ça n'intéresse pas la communauté internationale.
ce qui n'est pas normal. Je crois que cette fois-ci, toute la communauté internationale doit voir dans quelle mesure des sanctions ou une pression en tout cas soit exercée sur lui pour que règne la démocratie et pour que également les droits de l'homme soient respectés dans ce pays-là. Pour le moment, l'ONU a demandé que des enquêtes soient faites sur la mort des opposants. Oui, mais bon, on attend. Si l'ONU le fait, j'applaudis des deux mains parce que c'est tout à fait normal, mais tout le temps, il y a des choses pareilles en Gambie, mais en général, ça n'intéresse pas la communauté internationale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Yahya Jammeh est tenté de se considérer comme quelqu'un qui ne peut pas être inquiété par donc, tout ce monde-là, la communauté internationale et les pays voisins africains. Oui, et le mutisme du régime sénégalais, comment vous l'analysez, surtout depuis le blocus de la Transgambienne? C'est pas bon. D'ailleurs, le président Macky Sall, aujourd'hui, est le président en exercice de la CEDEAO. Et à ce titre-là, il devrait se prononcer. D'ailleurs, ça devrait commencer depuis le blocus de la frontière. Mais à ce sujet, j'aurais souhaité que le Sénégal soit ferme dans ses positions. Parce que nous ne pouvons pas être l'otage tout le temps du président Jammeh par rapport à la traversée de ce pays-là. L'État du Sénégal doit tout faire pour que le contournement soit organisé et que les gens se détournent de la Gambie. L'État du Sénégal doit tout mettre en œuvre aujourd'hui pour mettre en place un projet qui va nous permettre à partir de Foundiougne d'aller en Casamance sans passer par la Gambie. Si ces deux solutions sont mises en place, je crois que nous allons définitivement régler le problème. Yahya Jammeh, une bonne partie de ses ressources sont tirées de la traversée. Mais on ne peut pas continuer à être son otage. Je crois que le Sénégal doit être ferme cette fois-ci. Et j'encourage les transporteurs à continuer à emprunter la voie de contournement pour que Yahya Jammeh sache raison garder. Et pourquoi donc à ce niveau-là, vraiment, je les félicite et je les encourage. Est-il efficace de laisser les syndicalistes solutionner ce problème? Est-ce que l'État ne devrait pas... Non, ce n'est pas une affaire de syndicalistes. C'est une affaire... Ils sont les seuls à réagir. Mais c'est l'État qui doit prendre le taureau par les cornes et régler cette question-là définitivement. C'est l'État, ce n'est pas une affaire de syndicalistes. Non, ça dépasse les syndicalistes, ça. Ils sont les seuls à se signaler dans ce combat. Oui, mais c'est parce que nous sommes avec un État qui est frileux, pensant que Yahya Jammeh peut tout faire. Donc, on a l'impression que nous avons peur de lui, alors que cette question-là doit être réglée. Je crois que l'État du Sénégal, aujourd'hui, doit prendre toutes les dispositions pour que cette question-là soit réglée. Mais les transporteurs sont très courageux parce que tout le temps, ils se réunissent. Et aujourd'hui, j'ai vu une tendance qui pousse les gens à continuer, même si le problème est réglé, à emprunter la voie de contournement. Donc, on est... D'ailleurs, ils se sont même érigés en bouclier à la frontière pour interdire le passage des véhicules. Oui. Et si nous le faisons pendant 1 an, il est étouffé. Étouffé. Non, mais on ne peut pas continuer. Mais d'ailleurs, l'histoire de Foundiougne, nous devons tout faire pour organiser la traversée à partir de Foundiougne plus la voie de contournement. On met un port là-bas. Il y a une possibilité de passer par Foundiougne et d'aller directement à Ziguinchor par la voie maritime. Nous devons faire un projet pour ça. Régler définitivement la question. Si nous le faisons, plus la voie de contournement, je vous assure que demain, la Gambie viendra s'agenouiller devant nous pour une autre confédération. Et nous allons régler définitivement le problème, même de traverser le pont. Mais Yahya Jammeh ne peut pas nous imposer donc cette façon de faire tout le temps et nous l'avons accepté également comme si nous avons peur de lui. Pourquoi les autorités sénégalaises devraient être frileuses face à Yahya Jammeh? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont peur des marabouts de Yahya Jammeh. Président Pape Diop, nous continuons avec la nomination de Christophe Bijot à la tête de l'ambassade de France au Sénégal, un DAS des services secrets.
avec ce contexte de menace terroriste, qu'est-ce que cela augure? Bon, vous savez, la nomination d'un ambassadeur relève de la discrétion d'un pays souverain, de la discrétion d'un président d'un pays souverain. Donc, c'est la France qui l'a nommé. Donc, nous n'avons pas de position par rapport... Même si c'est un as des renseignements. Oui, mais cela, au Sénégal, peut-être, ça nous aurait même peut-être servi. Peut-être pour lutter contre le terrorisme. Il nous aurait peut-être aidé sur un certain nombre de renseignements. On ne serait pas capable de gérer cette menace sans la France? Peut-être c'est une menace qui dépasse le Sénégal. Cette menace terroriste aujourd'hui ne peut pas être gérée par le seul pays, par le seul Sénégal. Vous avez vu même quand les terroristes veulent frapper, ils l'ont fait 2 fois en France, ils l'ont fait tout dernièrement en Belgique et certainement ils vont continuer à le faire. Donc c'est une question difficile, c'est une question pour laquelle je crois qu'il doit y avoir une collaboration entre tous les pays du monde pour pouvoir arriver un jour à lutter efficacement contre ce phénomène-là. Mais il faut rappeler que c'est un phénomène que nous oublions souvent, mais qui a été créé par les Occidentaux. Le terrorisme. Le terrorisme. Si vous regardez l'histoire de la Palestine et de l'Israël, c'est de là où est venu tout le problème. Et ensuite, on a vu son développement avec l'apparition d'Al-Qaïda. Et tout récemment, on a vu la déstabilisation de la Libye et de l'Irak d'abord, en chassant Saddam Hussein. Les Occidentaux ont installé un régime pire que Saddam Hussein, parce qu'un régime instable. À la Libye aussi, nous vivons la même situation. Si on nous posait la question à savoir la situation avec Saddam Hussein en Irak ou la situation avec le Kadhafi en Libye, quelle est la meilleure par rapport à la situation vécue actuellement? Mais c'est sans commune mesure. Et à chaque fois que ces pays-là sont déstabilisés, se sont engouffrés les terroristes, et on a vu même pour la première fois l'apparition de l'État islamique avec l'Irak, la déstabilisation de l'Irak, et nous avons vu aussi un début de déstabilisation de la Syrie, qui était le verrou du Moyen-Orient. Et ils viennent de se rendre compte qu'ils avaient fait une erreur, et aujourd'hui ils cherchent à rectifier leur position pour essayer de soutenir ce pays-là. Donc, moi, je pense que c'est un problème grave. Vous avez vu aussi Al-Qaïda, comment il s'appelle, celui qui est mort là avec les États-Unis, Ben Laden. Ben Laden était un produit des États-Unis par rapport à la lutte en Afghanistan. Donc, toutes ces situations-là ont été créées par l'Occident. Et donc, qui se retournent contre... qui se retournent contre eux. Mais il faut rappeler que c'est l'Occident qui a créé toute cette situation-là. Aujourd'hui, le terrorisme est devenu un fléau difficile à contrôler par un seul pays. Donc, a fortiori, un pays comme le Sénégal. Ce n'est pas une chose facile. Donc, si par extraordinaire, un pays pourrait être amené à nous appuyer dans ce domaine-là, moi je ne dirais pas non. En France, selon les derniers sondages, au cas où se produirait une élection présidentielle, présentement, le président français n'est pas au second tour. Cela vous fait quoi? Vous savez, il y a quelques similitudes entre le président Hollande et le président Macky Sall. À leur arrivée au pouvoir, et depuis 4 ans, à leur conduite des politiques des 2 pays, j'ai quelquefois des similitudes. Je vous assure que si on pouvait avoir également
des sondages comme en France ici, on aurait eu une surprise par rapport aux résultats de ces sondages-là. Donc oui, on nous manipule aujourd'hui, mais le président Macky Sall et son régime n'ont pas encore réglé les attentes des Sénégalais. C'est ce qui se passe en France. Aujourd'hui, c'est ce qui explique donc la situation dont vous dites aujourd'hui. C'est la même situation. Au plan du règlement des problèmes d'emploi au Sénégal, rien n'a été fait. Au plan industriel, l'industrie sénégalaise aujourd'hui est moribonde. Au plan de l'éducation, l'éducation se trouve dans la boue aujourd'hui. Le secteur, par exemple, du tourisme a été plombé par la décision hasardeuse du président Macky Sall en instituant le visa d'entrée au Sénégal. Oui. Au plan de l'agriculture, les chiffres qui sont annoncés par rapport à la production de l'arachide et de riz, mais je m'étonne que ces chiffres soient les bons, parce qu'aujourd'hui, malgré la déclaration qui a été faite hier par quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture n'ose plus porter ces chiffres-là, parce qu'ils sont faux. C'est pourquoi ils le font porter par quelqu'un d'autre. Alors, au plan des collectes, les exportateurs, tous les exportateurs, c'est-à-dire les Chinois et autres, n'ont pu exporter que 125 000 tonnes jusqu'à ce jour. Les huiliers n'ont pu collecter que 25 000 tonnes. Ça fait un total de 150 000 tonnes sur 1 300 000 tonnes. Et tout dernièrement, la Soudéor de Kaolack a fait une sortie pour dire qu'il propose 250 francs pour acheter de l'arachide, mais il ne peut pas trouver de l'arachide sur place. Oui. Donc, ça veut dire que si les collectes tournent autour de 150 000 tonnes, alors sur un total de 1 300 000, où sont passés les 1 150 000 tonnes? L'arachide est introuvable actuellement au Sénégal. Il y a même des risques de pouvoir donner les semences. Alors, donc, je ne crois pas que nous sommes vraiment en face d'un gouvernement manipulateur de chiffres. C'est la même situation qu'on a constatée également pour la production de riz dans la vallée. 900 000 tonnes n'ont pas été collectées. C'est exactement autour de 500 000 tonnes que nous avons produit cette année. D'ailleurs, récemment, j'ai, à travers les zones d'une télévision, vu les populations de Matam qui disaient qu'ils ne pouvaient pas trouver du riz local à Matam, alors qu'ils sont producteurs. Si on a collecté autant de tonnes, je ne crois pas que le riz puisse manquer dans cette localité-là. Et parler d'autosuffisance en riz dans ce contexte, vous l'admettez? Mais je l'avais dit, dès que le président Macky Sall l'avait dit, avant, j'avais dit que ce n'était pas possible en 2017. Et aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent pour dire que oui, ce n'est pas possible. Mais moi, je l'ai dit dès le départ, parce que je connais les conditions dans lesquelles on peut arriver à l'autosuffisance. Ces conditions n'étaient pas réunies en ce moment-là. Donc, j'aurais souhaité que mon pays soit rapidement arrivé à l'autosuffisance. Mais les conditions n'étant pas là, je ne peux pas accepter, je ne peux pas concevoir qu'on dise des contre-vérités. Voilà pourquoi j'avais réagi et j'ai tout le temps donné rendez-vous en 2017. 2017, c'est bientôt, on verra. Si en 2017, oui, si on arrive à l'autosuffisance, on va fermer les frontières pour que aucun kilo de riz n'arrive dans notre pays. Oui. C'est facile à contrôler. Donc, même quand ils ont annoncé 900 000 tonnes, j'ai dit, mais comme on dit en Wolof, ça qui mais s'ils le disent aussi, mais on va voir les rentrées de riz, il y en a. Tous les mois, des bateaux arrivent ici avec du riz. Oui. Si on avait produit autant, il n'y aurait pas ces arrivées de bateaux-là. Non, il faut qu'ils arrêtent de nous berner. Oui. On n'est plus de petits-enfants qu'on trompe à longueur de journée. Il faut que ce régime-là le sache. Oui. Donc, les populations sont assez mûres, sont assez matures. Oui. Donc, il ne faut pas continuer dans cette voie-là, changer de cap et dites la vérité aux Sénégalais.
Président Pape Diop, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le leader de la convergence démocratique Bokk Gis Gis et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci Ndeye Fatou. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à mes concitoyens. Oui. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation. Mame Sidi Diop, Aïssatou Diagne, Oustaz Assane Diouf pour la coordination et Aminata Mbaye pour les soins esthétiques. Excellente semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.